18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Un petit point pour le FC Sion ce dimanche après-midi sur la pelouse d'Arro. De quoi consolider la première place du classement en Challenge League. Reste à savoir si c'est un bon point ou s'il y avait matière à faire mieux. Débrief à suivre en début d'émission. La moitié de la saison régulière de Swiss League est dépassée et le HC Viège est toujours en mauvaise posture. On tentera de comprendre pourquoi avec Stéphane Médère, le Bernois, qui vit son 3e exercice avec le club haut-valaisan. Et avant la fin de l'heure, on ouvrira une page consacrée au ski alpinisme. La Coupe du Monde s'est ouverte ce week-end en France. Nos deux invités, Pierre Mettan et Kylian Granger, n'étaient pas du voyage, mais ce n'est que partie remise pour ces deux Valaisans, membres de l'équipe de Suisse. Foot, hockey et ski alpinisme, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Hugo da Custodia. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou éventuelles remarques au 079 327 10 10 079 327 10 10. Zone Mixte, le débrief. Le FC Sion a donc été tenu en échec par Arro, un triste 0-0 sur la grasse pelouse du Brugli-Feld. Pas le moindre tir cadré pour la formation valaisanne qui s'est, selon toute vraisemblance, contentée de ramener ce petit point de son déplacement. On débriefe ce match avec notre consultant maison, Yves Bourdin. Salut Yves. Salut Hugo et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. De retour après la trêve internationale, on avait laissé le FC Sion sur un 3-partout miraculeux il y a 2 semaines face à Vaduz. Ce dimanche, pas mieux, pas pire. Ouais, match compliqué avec beaucoup d'absents, on va sans doute en parler. Donc c'était un petit peu le point d'interrogation. Il y avait des joueurs sur le terrain qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans le 11 de Didier Tolo. Didier Tolo qui était aussi absent d'ailleurs après-midi au Brugli-Feld. Donc beaucoup de points d'interrogation. On n'a pas été vraiment rassuré en première mi-temps. C'était un petit peu mieux la deuxième. Mais dans ton intro, tu as dit triste 0-0, triste match. Je te rejoins à 100%. C'était pas une grosse publicité pour le football après-midi du côté d'Arro. Revenons sur le contexte. Yves, le FC Sion privé de plusieurs cadres. Ziegler et Chouaref blessés, Bua et Balthazar suspendus, sans parler de Didier Tolo suspendu mais surtout convalescent. Dans ces circonstances, c'est un bon point. Oui, après, se déplacer au Brugli-Feld, c'est toujours compliqué. Thun, Arro, c'est une équipe difficile à lire. Arro avait battu Thun 5-2. Le dernier match, ils en ont pris 4 contre Stade Lyonnais. Donc, c'est compliqué. L'entraîneur, on le connaît bien du côté de Arro. C'est Alexander Frey. Donc, on sait qu'il connaît forcément bien le foot. Il prépare bien son équipe. Et c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Tu l'as dit, le Sion s'est créé très, très peu de chances de but. Il y a eu 6 tirs, je crois, mais 0 cadré. Donc au final, quand on cadre pas les frappes, c'est dur à prendre des points. Derrière, on a été solide, on va dire. Sans Ziegler, c'était aussi un point d'interrogation, mais Gilles Richard a fait un très bon match pour moi. Et le blanchissage derrière est un bon point, je pense, au final. Vu la physionomie du match, le match nul est juste pour moi pour les deux équipes. Précisons que le Stade Lyonnais a battu Thun 3-2 pour boucler la boucle des équipes dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment à n'y rien comprendre dans cette hiérarchie de la Challenge League. Un bon point, c'est en tout cas ce que dit le défenseur et capitaine d'un jour Nouma Lavanchi. Le latéral du FC Sion était tout à l'heure au micro de Christophe Morayon. C'est clair qu'on veut gagner on voulait gagner ce match, on veut gagner tous les matchs, mais je pense que c'est un bon point parce qu'au-delà du contexte, on n'a de nouveau pas pris de but. Et c'est important, je pense qu'on a retrouvé une stabilité défensive après un match où on en a pris 3. Et voilà, après c'est clair que le contexte n'est pas facile, je parle même pas des absents, je parle alors c'est pas une excuse, mais la qualité du terrain, je pense qu'à handicaper les deux équipes, c'était vraiment pas un beau match de football, je pense, et c'est pour ça qu'il y a eu peu d'occasions, et je pense que le match nul est un peu logique au vu de tout ce contexte-là. On dit souvent il y a des matchs, à défaut de pouvoir les gagner, il vaut mieux ne pas les perdre. Celui-là, il en fait clairement partie. Ouais, c'est un point qui nous fait avancer, c'est un point qui peut-être compte, enfin pas peut-être, qui comptera à la fin. Tous les points sont bons à prendre, donc voilà, on a fait un match solide, on n'a pas pris de but. Je pense que ce match, typiquement, il doit se débloquer sur une balle arrêtée. On en a eu eux aussi. Voilà, je pense que le match nul n'est pas un scandale pour les deux équipes, c'est un point mérité pour les deux, je pense. Vous avez évoqué les absences, il y en avait beaucoup pour ce match. Le FC Sion qui avait une grande stabilité depuis le début de la saison, là, il fallait trouver des automatismes qui ont été durs à trouver. C'est ça qu'il a manqué aussi peut-être aujourd'hui. Non, parce que je pense qu'on a un groupe où tout le monde peut jouer et ça le prouve aujourd'hui parce que alors on gagne pas, mais on a été très solide encore une fois. Et les joueurs qui ont été amenés à remplacer certains qui avaient un petit peu plus joué depuis le début de la saison se sont montrés au niveau, donc ça prouve que tout le monde peut jouer. La semaine prochaine, je sais pas qui va jouer.
le coach va devoir faire des choix. Donc c'est très positif, ça se pousse vers le haut et tout le monde a envie de jouer et tout le monde peut jouer. On l'a vu cet après-midi que tout le monde a le niveau, tous ceux qui sont dans le groupe peuvent jouer. On a Edgar qui a fait quelques entraînements avec nous, qui fait un super match. On a Gilles qui n'a pas beaucoup joué, qui fait un super match aussi. Donc vraiment, il y a la qualité dans le groupe pour pallier à d'éventuels absents. Voilà pour ces déclarations de Noumal Avanchi au micro de Christophe Moreillon. Une constante, Yves Bourdin, la lucidité des joueurs du FC Sion à l'interview cette saison. Oui, ça... Tu l'as dit, ouais, très, très lucide. Et puis, à froid, quand on débriefe ici au studio, c'est toujours beaucoup plus simple qu'après avoir couru pendant 90 minutes. Mais on est souvent tous d'accord cette saison. Donc, c'est qu'on voit la même chose. Les FC Sion sont dans le juste. Et puis, c'est aussi le mérite de Didier Tolo de mettre les joueurs en face de leur match, de leurs points forts et de leurs points faibles. Et d'avoir l'analyse qui est, on va dire, qui est juste. Ça permet aussi l'autocritique et d'avancer et de combler un petit peu les lacunes afin de faire mieux le week-end souvent. Donc c'est preuve d'intelligence et preuve que ça va dans le bon sens pour moi. Ouais. On a parlé des absences, on en vient maintenant à ceux qui ont joué. Fayoulou, FT, Richard, donc première fois titulaire cette saison. Schmidt, Lavanchi, voilà pour la défense et le gardien. Edgar André, le retour. Kaba Kalman, Bouchlarem, Fortuné, Poa et Sorgic. Un mot sur ce 11 décomposé ou recomposé? Ouais, comme on l'a dit avant, la point d'interrogation derrière, c'était déjà Gilles Richard, avec un FC Sion qui prend vraiment très peu de buts, malgré les 3 buts pris le week-end d'avant, dans le dernier match à Tourbillon. Mais vraiment bien piloté aussi par Schmidt et Lavanchi côté droit. Je trouve qu'il a fait un match propre. Il n'a pas fait d'extravagance, mais vraiment propre sur l'homme. Il était bien sur les balles arrêtées. La relance était propre, sans risque. Donc vraiment un très bon match, en sachant la pression que peut avoir un jeune du club pour sa première titularisation. Donc ce côté-là, c'était bien. Après, il a manqué des choses à mi-terrain et sur les côtés, pour moi, pour vraiment faire la différence. Notamment le trio entre Edgar André, Kaba Kalman et Poa. Ça manquait de vitesse, de spontanéité, de verticalité, de rapidité. Donc souvent, il y avait des actions qui partaient bien, surtout en deuxième mi-temps. Mais quand on s'approchait des 30-35 derniers mètres, il y avait le temps d'hésitation, revenant en arrière. Ça manquait peut-être de prise de risque. Alors, Noumal Avanchi a parlé de l'état du terrain. Ça aide pas parce qu'il y avait aussi beaucoup d'erreurs techniques. Puis sur les côtés, alors Bouchlarem, on l'a pas beaucoup vu. Il s'est malheureusement blessé à une épaule. Alors, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais il a dû être changé en première mi-temps. Et c'est Christian Souza qui l'a remplacé. Mais soit Souza du côté droit ou gauche, parce qu'il a joué des deux côtés après-midi, soit Fortuné, pour moi, n'ont pas vraiment été à la hauteur. Et il y a très peu de duels gagnés, très peu de dédoublements, très peu de centres qui arrivaient sur Sorgic. Donc la stabilité défensive, pour moi, très très bien. L'animation offensive, vraiment, c'était pas terrible. Et puis il y avait de quoi faire la sieste en ce dimanche après-midi devant la télévision, effectivement. Ouais, si je me fie aux commentaires en direct de Christophe Moreillon, Souza n'a pas amené plus après la sortie de Bouchlarem sur blessure. Et puis, on a des joueurs comme ça à mi-terrain qui étaient un peu empruntés au moment justement d'aller dans le dernier tiers du terrain. Ils ne savaient pas trop comment accompagner cet élan offensif avec quelques initiatives de Kaba Kalman, peu suivi par ses partenaires. Ouais, deuxième mi-temps, le côté droit a mieux marché que le côté gauche, le côté où il y avait Souza et Lavanchi. Mais on arrivait dans les 30-35 derniers mètres et puis on voyait, il y avait Poa qui jouait assez avancé. Côté droit, Lavanchi, dédoublement avec Souza. Et puis, souvent, il y avait 3 joueurs là qui pouvaient vraiment combiner et puis mettre le danger et le surnombre à l'entrée des 16 mètres. Mais souvent, pied sur le ballon, on fait attention au hors-jeu, on revient derrière, on perd le ballon. Et ça a débouché sur 0 action ou 0 occasion dangereuse. Et c'est dommage parce que les hommes semblent bien s'entendre. Je rejoins Noumal Avanchi, mais ça manquait de justesse technique. Ça manquait de justesse aussi dans les mouvements. Et encore une fois, au final, le FC Sion a été clairement inoffensif après-midi au Brugli-Feld. Sorgic qui s'épuise. Ouais, Sorgic, le pauvre, j'ai envie de dire. Le pauvre pour la mentalité. Jouer en 9, quand on joue à deux têtes devant ou à 2 pointes, ça va parce que on peut combiner, on participe un peu plus au jeu. Là, seul devant, en première mi-temps, le FC Sion a vraiment été très très faible dans le jeu. Donc, à part faire du pressing et puis essayer d'attraper les longs ballons, c'est compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu notamment en fin de match, il y a eu un centre de Souza côté gauche où Sorgic était seul deuxième
deuxième poteau, si le pied gauche de Sousa ne tremble pas, c'est sur la tête de Zorgic et c'est 0-1. Ça aurait été peut-être un petit hold-up, peut-être, mais on a vu vraiment Zorgic se prendre la tête à deux mains, puis dire en deux bleus, c'est la seule ou quasi la seule action que j'ai vraiment pour la mettre au fond, et puis le centre ne vient pas au bon endroit, donc il y a de quoi être frustré. Mais malgré ça, match après match, il a le bon état d'esprit, il continue à faire les efforts, et ça vraiment c'est tout à son honneur. Et puis on fait la blague à chaque fois, mais un attaquant du FC Sion qui court comme ça, l'année passée on n'en avait pas vu, hein, vraiment. Donc bon état d'esprit, et encore une fois, c'est tout le mérite, revient forcément à Zorgic, mais aussi à la qualité de discours de Didier Tolo qui arrive à garder dans le championnat son attaquant qui marque peut-être moins que prévu, mais qui reste quand même très très aux affaires et très très motivé à chaque match. Didier Tolo, absent physiquement, mais présent dans les têtes et dans les cœurs de ses joueurs. Encore un tout petit mot sur le coaching. Berdayas qui remplace Fortuné et Chipperfield qui remplace Poa à la 85e minute. Ouais, j'allais en parler. Ça bouge tard. Hein. Ouais, alors Benjamin Bertrand qui a remplacé Didier Tolo sur le banc. 85e, c'est trop tard. À mon sens, bon, peut-être qu'on ne veut pas déstabiliser l'arrière-garde ou la partie défensive du milieu de terrain qui marchait bien. Peut-être que le coach du jour a senti que c'était peut-être un risque au niveau peut-être du repli défensif ou dans le positionnement défensif. Mais si on veut vraiment amener du sang frais et puis peut-être faire la différence, pour moi, les changements devaient venir avant. Et même au départ, j'étais très surpris de ne pas voir notamment Chipperfield sur le terrain. Ça aurait, à mon sens, pu être un match pour lui. Mais après, on va pas taper sur les coachs qui donnent des chances aux jeunes Valaisans formés au club. Donc voilà. Mais ouais, coaching peut-être un petit peu raté, on va dire. Mais si il y avait eu des changements avant, et si on perdait, on aurait pu dire peut-être coaching un petit peu perdant, mais voilà, on va retenir le point. Comme tu l'as dit, Thun a perdu des plumes hier, donc si on commençait cette journée avec un point d'avance sur le deuxième, là il en a deux, on va être positif en disant qu'il a doublé son avance sur son poursuivant direct au classement. Un tout dernier mot sur ses mouvements dans l'effectif, parce que sur le banc il restait Noah Godwin, gardien remplaçant puisque Safarika s'est aussi blessé, Alabakou, Zagreb, Gronu, Teller. En fait, Sousa, Berdayas et Chipperfield, c'était les seuls qui pouvaient rentrer. Restait à déterminer à quel moment. Ouais, il y avait encore Alabakou qui a pas mal joué l'année passée en Super League quand même, enfin pas mal, il a fait quand même quelques entrées. Là, il vient de blessure, je sais pas physiquement comment il est, mais ouais, l'entrée de Sousa, il y aurait pu avoir Alabakou qui serait rentré peut-être, et puis Berdayas qui est rentré blessé de l'équipe nationale des moins de 21, donc on sait pas trop son état physique, donc les changements ont été faits, sinon effectivement ça aurait été je pense prise de risque pour le coach Benjamin Bertrand de faire rentrer d'autres joueurs, donc encore une fois on va se contenter de ce point qu'on va qualifier de bon. Et là, focus sur les 3 derniers matchs. Si on va jouer Nyon, va aller à Thun et va recevoir Chafouz. Donc, fin de match, fin de championnat important avant Noël. Ouais. On va en parler de cette dernière ligne droite avant les fêtes. D'abord, le classement complet de Challenge League. Le FC Sion en tête, donc, avec 15 matchs, 9 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Le FC Sion, toujours la meilleure défense aussi, de loin en Challenge League, avec seulement 10 buts encaissés. La deuxième meilleure défense, c'est le Stade Lyonnais, assez surprenant. Troisième du classement à l'heure actuelle, avec 18 buts encaissés. Donc, Sion en tête, avec 2 points d'avance sur Thun, et puis un trou là entre Thun et le Stade Lyonnais de 10 points. Voilà, c'est ça la régularité du FC Sion, c'est de moins caler que les autres quand on regarde ce qu'a fait Thun. Ouais, effectivement. Donc, Sion a eu quelques passages à vide. On peut penser, les 2 derniers matchs, c'est 2 points en 2 matchs aussi. Thun passe l'épaule lors de son dernier match ou avant-dernier match, maintenant à la 91e ou 92e, sauf erreur. Et là, Thun perd contre Stade Lyonnais. Stade Lyonnais étonnant, néo-promu. On avait l'impression au début du championnat en disant ça va être assez facile de jouer contre Stade Lyonnais. Sion a gagné difficilement au match aller, 2-1, but de Chipperfield tout à la fin du match. On voit que les Lyonnais pointent à la 3e place du classement, et sur les 3 derniers matchs, si on joue le 2e et le 3e du classement, et le dernier aussi, mais sans faire trop le détail des points, on a vraiment ce duo, Sion et Thun, et derrière il y a un gros trou et tout est très serré entre la 3e et la 9e et 10e place aussi. Donc championnat, tu l'as dit en intro, dur à lire, compliqué. Tous les matchs sont compliqués, effectivement, et ça sera 3 gros matchs qui vont attendre le FC Sion. Le FC Sion a la chance, on va dire, de jouer 2 fois à Tourbillon. Il faudra faire le plein à Tourbillon et pas perdre contre Thun. Et puis la première partie de saison aura été réussie pour les hommes du président Constantin.
En rentrant de Bellinzone, j'ai le souvenir d'avoir écouté cette même émission. Tu étais là avec Nicolas Bonnet. Et puis, il y avait toujours ce drôle de sentiment qui habite les plus fervents supporters, les plus critiques peut-être aussi, de savoir si le FC Sion doit être capable, maintenant que la saison est bien avancée, de proposer autre chose, d'en donner plus sur le jeu. Parce que le sentiment qui reste, ce sont aussi ces matchs où le FC Sion n'en propose pas beaucoup, ou peut-être pas assez. Bellinzone, évidemment, Vaduz, Hara aujourd'hui. Oui, après, ce qu'on attend du FC Sion, ou ce que j'attends du FC Sion en tant que supporter, c'est la promotion. Alors après, si le FC Sion gagne par un but d'écart, et puis que le jeu n'est pas incroyable, et puis que le FC Sion se trouve promu au mois de mai ou juin prochain, je serais très content. Donc, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Hein. Ça, c'est sûr, mais il y a toujours le fond et la forme. Sur le fond, il faut faire les points. Après, si on arrive à mettre la forme, tant mieux. Mais l'objectif du FC Sion, vraiment, c'est d'engranger les points, de garder ce groupe concentré jusqu'à la fin et de ne pas louper cette promotion. En cas de non-promotion, ça sera très très dur pour la suite. Donc, on est là aussi pour parler de ce qu'on voit sur le terrain. Effectivement, on peut critiquer un petit peu le jeu, l'animation offensive, mais tant que le FC Sion avance et premier du classement, on va quand même pas trop faire de la fine bouche non plus avec ce FC Sion-là. Ouais. Encore un petit mot sur l'effectif. On voit que quand les blessures s'accumulent, l'effectif devient court. C'est sûrement valable pour toutes les équipes, mais voilà, on a fait la liste de ces joueurs qui étaient aptes à rentrer. Ils font pas le poids encore en Challenge League pour certains. Oui, alors après, c'est peut-être le cas de toutes les équipes. On est en Challenge League. On sait que le FC Sion cherchait aussi un deuxième attaquant ou un troisième attaquant, on va dire. On l'a pas forcément trouvé. On n'a pas pris un joueur pour prendre un joueur. Donc, on sait que en cas d'absence de Zorgic, ça va être compliqué. Derrière, on se posait la question en disant, il y a toujours les 4-5 même derrière. Quand il va y avoir des blessés ou des suspendus, qu'est-ce que ça va donner? Là, Gilles Richard rentre et fait un très bon match. Ça va être un peu plus compliqué au niveau des latéraux, peut-être, effectivement, en cas de blessure ou de suspension des deux latéraux. À voir. On sait que la profondeur du banc du FC Sion n'est pas le point fort, vraiment, de cette équipe cette saison, mais la qualité du contingent est vraiment, pour moi, largement supérieure à ses adversaires. Donc, le FC Sion devra faire la différence, quels que soient les blessés et les absents. Ça, c'est sûr. Rester concentré jusqu'au bout. Ne pas s'emballer, malgré qu'il y a 12 points d'écart sur le troisième. On rappelle que le premier classement est promu en Super League. Le deuxième jouera un match de barrage. Donc, c'est très bien parti pour le FC Sion. Il reste encore 4-5 mois de championnat. On l'a dit lors du dernier zone mixte, l'adversaire principal du FC Sion et le FC Sion. Donc, il faudra rester concentré et faire un maximum de points. Et si on peut avoir du beau jeu, tant mieux. Un dernier petit mot très rapide sur la situation particulière de Didier Tolo. Peu de choses ont filtré. Est-ce que tu comprends cette communication ? Ouais, alors, je ne sais pas ce qui arrivait à Didier Tolo. On sent bien la volonté du FC Sion de se dire, tout va bien. La balle est plutôt dans le camp du Français en disant il communiquera sur son état de santé quand il le souhaite. Par contre, c'est vrai qu'on a très peu d'informations. Est-ce que est-ce qu'il était au Bruggelfeld aujourd'hui ? Je ne sais pas. Alors, je crois pas. Mais Christian Constantin l'avait annoncé qu'il serait prêt du voyage avec lui. Donc, s'il l'était pas, comment se sent-il ? Comment est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement dès lundi au taquet avec la même énergie que d'habitude ? Ça peut être. On sort du sportif et l'état de santé de Didier Tolo est vraiment à mettre au-dessus du classement du FC Sion, qu'on soit bien clair. Après, un Didier Tolo qui est peut-être entamé dans sa santé et dans sa motivation ou dans ses soucis, dans son état d'esprit, peut avoir aussi un impact sur le FC Sion, mais ça peut être aussi moteur. Les joueurs doivent faire front et se serrer les coudes pour vraiment offrir cette promotion à son entraîneur. Voilà, on espère le revoir, Didier Tolo. On l'espère bien, bien sûr. Bien. Et puis, je te souhaite tout de bon à toi. Merci Yves et à bientôt. Petite respiration musicale. On revient juste après en compagnie de Stéphane Meder, joueur du HC Viège. Zone Mix, deuxième partie traditionnelle, partie consacrée au hockey sur glace. La semaine des derbies valaisans de Swiss League s'est achevée hier. 2 victoires pour Sierre contre Martigny. Un succès de Viège face aux Sierrois mardi dernier. Voilà le bilan de ces 3 duels entre voisins. Et dans notre tournus habituel, c'est la formation Haut-Valaisanne qui est à l'honneur ce dimanche. Bienvenue Stéphane Meder. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Stéphane Meder, joueur de Viège depuis 2 saisons et demie. Un mot d'abord sur le match d'hier, défaite 7-2 face à la Chaux-de-Fonds. Difficile ce déplacement chez le champion en titre. Ouais, c'était difficile hier le match. Vraiment, les premières 20 minutes, on n'a pas bien joué. Ils ont marqué toutes les chances qu'on a données. C'était 4-0 après 20 minutes. Quand on regarde les 24 matchs du HC Viège disputés cette saison, on voit que des lourdes défaites comme ça, comme celle d'hier 7-2, il n'y en a eu qu'une seule, un vrai trou, une vraie absence, c'était ce 8-1 face aux Getseka Lions. C'est des défaites qui font très mal.
Oui, bien sûr, ça c'est le fait qui fait mal. On doit trouver une solution avec l'équipe, que ça ne se passe plus. Comment on explique ces matchs où on prend beaucoup de buts, où tout s'effondre? Ouais, quelquefois tu peux pas tout s'expliquer, mais aussi hier on a pris 2 buts en box-play, ça on doit aussi arrêter. Et cette semaine, elle est quand même malgré tout positive, on peut le dire. Il y a eu cette victoire 4-0 contre Sierre mardi passé. Ouais, on a bien joué à ce derby. On a marqué des buts à la même moment, au bon moment, on va dire. Ouais. Comment vous qualifiez le public de Viège quand vous jouez à la Lonza Arena? Parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est un peu froid, que c'est difficile. Après, bon voilà, les résultats sont pas très positifs, donc la dynamique n'est pas très bonne. C'était vraiment important de donner une victoire à la maison face à Sierre pour remotiver les gens autour du club. Ouais, bien sûr. À la maison, on va vraiment bien jouer toujours. Là-bas, ou contre Sierre, on a bien joué. Et l'atmosphère était bien. Et aussi, dans les autres matchs, on a donné encore plus. Après, le supporter vient derrière nous. On parle souvent de cette notion de derby. On a l'impression que c'est très européen, c'est très suisse comme ça. Ces villes voisines qui jouent l'une contre l'autre. Vous êtes du canton de Berne. Vous avez joué longtemps à Ajoie. Est-ce que vous vous sentez au Valaisan? Est-ce que c'est important, cette notion de derby pour vous? Ouais, bien sûr. Le derby, c'est toujours spécial. C'est égal où tu es. Maintenant, on a 3 équipes en Valais. On a plusieurs derbys contre plusieurs équipes. Là-bas, tu veux vraiment donner tout. Et il y en aura encore des derbys, on en reparlera. Le HC Viège est donc avant-dernier de Swiss League. 49 buts marqués en 24 matchs. 2e moins bonne attaque. C'est la principale source du problème, Stéphane Meder. Ouais, je pense qu'on doit plus tirer, mais aussi plus présenter devant la cage aussi. Que le gardien, il ne voit pas toujours des shoots qu'on donne. Et on en parlait aussi avant de lancer cette interview, quand vous êtes arrivé dans les locaux de Rhône FM. Il y a eu beaucoup de matchs serrés qui ne tournent pas à l'avantage du HC Viège. On parle d'un blocage mental. L'équipe, quand elle prend un but, elle s'effondre. Ouais, c'est vrai, on perd beaucoup de matchs avec 1 ou 2 buts. On a trouvé une solution pour faire la différence dans les matchs comme ça. Si tu perds 7-2 comme hier, ouais, c'est plusieurs buts, mais 1 ou 2 buts, on doit trouver vraiment des solutions pour gagner ces matchs. Et puis ce qui est difficile, c'est la régularité. Beaucoup de défaites qui s'enchaînent, mais il y a eu une seule série vraiment positive avec 3 victoires de suite. Elle manque, ces séries. On en a parlé pour d'autres clubs, notamment le HC Sierre. Ces séries de matchs, on gagne 2, 3, 4 matchs de suite pour vraiment prendre de l'élan, avoir une dynamique positive. Ouais, bien sûr, si tu gagnes plusieurs matchs, ça donne beaucoup heureux dans l'équipe, mais aussi pour le club, pour le village aussi. Ça fait 2 saisons et demie que vous êtes à Viège. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la construction de l'équipe? Parce qu'on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure hors antenne. Vous me disiez, il y a le bon mélange entre expérience et jeunesse. Et du coup, comment on explique que ça ne marche pas ensemble? Ouais, c'est difficile. Si on sait ça, on peut tout de suite changer. Moi, je pense qu'on a un bon mix dans l'équipe avec des joueurs expérience et des jeunes. On doit aussi vraiment jouer ensemble tous les soirs. Et puis jouer peut-être de manière plus simple. Vous me disiez, il y a des schémas que vous essayez d'appliquer peut-être un peu trop. Non, pas trop. J'ai dit quelquefois, on veut rester trop dans ce système. On perd un peu après la spontanéité. Là-bas, on doit trouver aussi ce bon mix, qu'on reste dans le système, mais on a aussi une spontanéité, mais c'est à nous joueurs que doit faire ça. Heinz Sellers, il vous encourage de jouer un peu plus avec l'instinct, avec cette spontanéité, justement, de sortir des schémas. Ouais, bien sûr, on discute ça aussi avec notre coaches. Ça, on doit en faire encore mieux. Stéphane Meder, parlons un peu de vous. Champion suisse de Ligue B avec Ajoie lors de la saison 2020-2021. C'est des bons souvenirs quand même, ça. J'imagine que dans une carrière, ça marque. Oui, bien sûr. Ces images-là, tu n'oublies jamais. C'était un peu chiant-là. C'était le Corona. On a joué c'était quand 100 personnes
ce patinoire. Bien sûr, je veux gagner encore une fois un titre. Et du coup, comment s'est passé l'après à Joie? Vous étiez un petit peu dans l'incertitude, vous vouliez rester, vous vouliez toucher de nouveau à la National League que vous aviez déjà connue par le passé? Ouais, j'ai discuté là-bas aussi avec Ajoie, mais ils sont allés monter. Et ça a changé avec ces étrangers en Ligue 1 de 4 à 6. Et à la fin, il n'y avait plus de place pour moi là-bas. En tant que joueur suisse, vous comprenez la politique de la National League avec beaucoup d'étrangers, du coup moins de place pour des joueurs comme vous? Ouais, c'est toujours deux côtés. Si tu es joueur, tu ne comprends pas. Les joueurs à haut, les chefs techniques à haut et les CEO, ils se disent on n'a pas assez de joueurs suisses pour jouer à haut. Et du coup, pourquoi Viège? Comment ça fait votre arrivée dans le Haut-Valais? Pourquoi vous êtes venu là-haut? Ouais, j'ai parlé avec Bruno Egerter là-bas. On a discuté d'arriver ici et il m'a dit c'est un bon projet pour aller monter à haut. On est encore dans ce projet. Le club peut vraiment faire un bon club en Swiss League et après on veut regarder pour monter peut-être une fois. Vous y croyez encore? Parce qu'avant de rêver de monter, il y a 9 points à rattraper d'abord sur le HSR pour surtout être en play-off déjà. Bien sûr, cette saison-là, on n'est pas bien commencé. On est dans une situation très spéciale, je pense, pour tout le monde dans le club. Et on doit trouver des solutions pour monter. Et voilà, on veut commencer les prochains matchs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Stéphane Meder. Le calendrier du HC Viège, il y aura un match contre Bellinzone mardi à 19h45 et puis un derby, encore un, ça sera face à Martigny samedi prochain. Bonne suite à vous et au HC Viège. Merci beaucoup. Et restez à l'écoute, on ouvre une page consacrée au ski alpinisme, c'est juste après la musique. Après le ski alpin, d'autres disciplines de neige ont connu leur début de saison. On pense notamment au ski de fond. On salue d'ailleurs Candide Pralon qui a lancé sa saison. Mais aussi au ski alpinisme. Et on va justement parler peau de phoque avec nos deux invités, Pierre Métan et Kylian Granger. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pierre, Kylian, la Coupe du Monde vivait son week-end d'ouverture à Val Thorens en France. Sans vous, mais avec de belles satisfactions dans le camp helvétique. Est-ce que vous avez quand même jeté un œil sur les sprints et les relais mixtes disputés samedi et dimanche? Pierre? Oui, là quand même... fallu jeter un œil sur les amis qui étaient là-bas, surtout que pour moi, ma copine Caroline a gagné sa première Coupe du Monde, donc c'était quand même un bel événement. Voilà, vous avez vibré à distance. Kylian, c'était aussi votre cas? Ouais, la même chose, on était devant la télé, on a pu tout regarder. Quand on n'y est pas, on est en pensée avec les autres quand même. Et vous avez regardé du ski alpinisme à la télé, ça se passe où? Ça se passe comment? Parce qu'on sait que c'est un sport qui a changé un petit peu sa philosophie, ses formats pour justement être plus télégénique ou télévisuel. Oui, l'année passée, c'était, je sais pas exactement, mais des liens un peu YouTube, entre guillemets. Et maintenant, c'est Olympics, sauf erreur, qui a repris le lead là-dessus. Et non, ça donne, chaque année, ça s'améliore et ça va sur la bonne voie pour la télé. On en reparlera de l'olympisme qui touche au ski alpinisme. Voilà, deux mots qui riment. Et on verra si ça rime, si ça va bien ensemble. En ouvrant la liste des cadres du club alpin suisse qui chapeaute le ski alpinisme helvétique en compétition, on se rend compte qu'il y a une équipe nationale A et une équipe B dont vous faites partie les deux. Comment expliquer cette séparation? Ouais, c'est un peu la nouveauté. Après, c'est nouveau et c'est pas nouveau en même temps parce que dans d'autres sports, c'est déjà comme ça. Et c'est vrai qu'avec l'olympisme et puis le fait de mettre en avant le sprint qui sera présent au jeu, ça a divisé un peu l'équipe en ces deux équipes. Et comment s'est faite cette hiérarchie? Est-ce que ça a été transparent? Est-ce que ça vous a été communiqué bien en avance? Est-ce que vous vous y attendiez? On veut se fâcher avec personne, hein, Pierre, je te vois sourire. Non. Du coup, comment ça s'est fait? Non, c'était des critères que tout le monde sait sur la dernière saison et des critères à remplir. Et après, les cadres se sont faits comme ça. Et du coup, il y a eu une phase d'acceptation, Kylian, de se dire je suis dans l'équipe B. Est-ce qu'il y a des changements d'ailleurs logistiques ou de suivi par rapport à cette hiérarchie-là? C'est vrai que comme toutes les nouveautés, au début, ça fait un peu peur. Tu te dis est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? Est-ce qu'on va être un peu divisé? On va avoir moins? On va être oublié? Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Il y a quand même quelques différences de 2-3 prestations en plus pour des athlètes qui sont dans des cadres plus hauts. Mais après, sur les camps d'entraînement, on est tous ensemble. Et au final, quand il n'y a pas d'entraîneur, quand il n'y a pas de rendez-vous, on est la même chose qu'avant, en fait. On ne sait plus qui est dans quel cadre.
petit mot sur chacun. Kylian Granger, c'est la saison du retour de blessure, long processus. Est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, c'est vrai que j'ai pris un bon pet en février. Ça m'a mis un peu de temps. Là, je suis bien content. J'ai jamais vraiment été arrêté, donc pour la tête, c'était quand même un peu positif, parce que sinon, ça aurait vraiment été dur. Mais j'ai quand même dû adapter. Normalement, je fais de la course à pied. Là, j'ai fait du vélo. Et plus de la physio. Maintenant, je commence à savoir où elle est. J'ai fait 3 séances par semaine depuis maintenant 9 mois. Enfin, voilà, c'était une grosse épreuve. Mais je suis content maintenant d'être de retour sur les skis et puis de bientôt mettre un dossard. C'est vrai que vous êtes assez des touches-à-tout, les spécialistes de ski alpinisme. C'est naturel de faire d'autres sports, c'est même souhaitable. L'été, c'est compliqué de skier et puis ça fait du bien de changer aussi. Et puis, on a toujours été un peu des athlètes qui avaient des équipes de course à pied, qui faisaient des compétitions. Il y en avait d'autres qui faisaient pas ça, mais qui faisaient que du vélo. Il y en avait d'autres qui préparaient vraiment l'hiver en faisant des sports un peu différents, du ski à roulette. Et au final, on se retrouve tous à faire différents sports. Et puis, sur les camps d'entraînement, on touche un peu à tous les sports ensemble. Ouais. Pierre Mettan, c'est facile, c'est naturel de mettre un dossard d'une autre discipline que le ski alpinisme. Alors, oui et non, mais l'été, moi, je fais toutes les disciplines. Après, niveau compétition, je m'aligne principalement en course à pied, donc réellement, ça fait une discipline été, une discipline l'hiver. Donc non, c'est naturel et j'ai toujours été aussi dans la course à pied. Donc pour moi, c'est aussi un bon équilibre. Je trouve que c'est toujours cool pour la motivation et pour tout de varier les sports. Le fil rouge de tout ce que vous faites, en plus du ski alpinisme, c'est quoi ? C'est le coffre ? Comme on dit, c'est la puissance, l'endurance. Pour moi, c'est beaucoup quand même le plaisir d'être dehors, d'être à la montagne et de se dépasser dans cet environnement. Un mot encore sur vos situations particulières, parce qu'il y a le ski alpinisme et le reste. Est-ce qu'on vit du ski alpinisme ? J'imagine que non, Pierre. Comme tu disais avant, l'olympisme m'a amené un peu des sous, mais je crois pas qu'on peut dire qu'on vit de ça. Et du coup, qu'est-ce que vous faites en plus ? Ou à côté ? Ou qu'est-ce que vous faites principalement pour avoir un petit peu de sous pour faire du ski alpinisme ? Moi, je bosse en tant que charpentier, à un faible pourcentage, mais maintenant, depuis 2 ans, j'ai le soutien de l'armée. Ah d'accord, ouais, c'est une bonne chose, parce qu'on sait aussi que le ski alpinisme avait historiquement le soutien des gardes frontières, et ça a un petit peu changé. Kylian ? Moi, je suis le même métier que Pierre. À la base, je suis charpentier. Et puis là, depuis un certain temps, moi, j'ai pas le soutien de l'armée, mais je travaille à 110% l'été pour pouvoir libérer un peu de temps l'hiver. Je travaille comme fromager aussi dans l'alpage de mes parents. Et puis comme ça, je peux libérer du temps l'hiver en bossant à 30-40%. Quand je disais que les spécialistes de ski alpinisme étaient des touches-à-tout, je me suis pas trompé. Quand on voit un Rémi Bonnet, quand on voit aussi un Kylian Jornet qui a aussi eu ses galons dans le ski alpinisme, ce sont des extraterrestres ou ce sont des modèles à suivre pour vous, peut-être même pour la plus jeune génération ? C'est clair que c'était des modèles et ça l'est encore, mais surtout au début, j'ai l'impression que quand on était jeune, en tout cas, je parle pour moi, j'ai commencé en regardant ces images-là, c'était pas encore Rémi, c'était Kylian à cette époque-là. Et maintenant, c'est vrai de pouvoir côtoyer directement des personnes comme Rémi et ces personnes-là, c'est motivant. Après, il faut pas non plus tomber dans le piège de vouloir les copier. On a tous des qualités, des physiques différents. Et puis, c'est vrai que je pense que si je fais les entraînements à Rémi, je risque de me péter en deux. Donc, c'est des modèles, mais il faut pas non plus tout copier, quoi. Ouais, c'est dur de suivre sa propre trajectoire, en fait, quand on a des têtes d'affiche ou des noms aussi clinquants dans son sport ou dans ses sports. Ah oui, c'est clair, ça donne toujours envie de faire comme eux, pas d'être comme eux, mais de suivre un peu leur voie. Mais je trouve que c'est les 2 exemples, c'est des gars uniques. Je pense que peu d'autres athlètes peuvent s'entraîner comme eux et être performants comme eux. Si on vous avait invité aussi, messieurs, c'est pour parler du ski alpinisme qui fait sa révolution, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes vraiment la génération à mi-chemin. Vous avez connu les années d'avant Jeux Olympiques de la jeunesse. On a l'impression qu'il y a eu un formidable élan pour ce sport et pas qu'en Suisse. Et puis vous êtes en plein dedans maintenant dans cette révolution, dans ces disciplines qui changent, qui évoluent, qui se formatent de plus en plus. Est-ce que c'est facile à évoluer dans ce milieu, Pierre ? Pour reformuler, est-ce que vous faites encore partie des puristes ? Pour ma part, j'ai l'impression. C'est clair que l'olympisme a beaucoup de bonnes choses, mais pour ma part, il y a beaucoup de points que je trouve qui ont été perdus et j'espère que on ne va pas trop s'éloigner de l'essence du ski alpinisme. Kylian, sur ce même thème, sur le ski alpinisme qui perd un peu de ses valeurs originelles pour s'adapter au format olympique. Je ne sais pas si
perd vraiment quelque chose, le sport, à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu deux branches qui se font. Et pour les athlètes qui vont prendre la direction olympique, la direction du sprint, c'est une aubaine, c'est un truc super. Et puis pour le sport en général, si on prend une équipe suisse comme une équipe suisse d'il y a 5 ans, une équipe suisse de maintenant, elle est beaucoup mieux maintenant au niveau des moyens, au niveau de comme ça va. Après, il ne faut pas non plus oublier le reste. Et puis je pense que des athlètes comme Pierre, des athlètes comme moi, que j'ai pris un peu cette décision, on va essayer de mettre en avant quand même le reste des disciplines. Après, moi, pour ma part, tant que je peux courir des sprints, je vais les courir encore parce que j'ai du plaisir à faire ça. Mais c'est vrai que le côté olympique, je le laisse aux autres, à ceux qui ont vraiment pris cette voie. Mais vous auriez préféré, je crois connaître la réponse, avoir des courses en patrouille au JO ou alors tout simplement des individuels un peu en version longue où tout le monde est sur un pied d'égalité? Oui, je pense que tout le monde, même les puristes de sprint auraient... Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, en grande partie, tout le monde aurait voulu ça, quoi. Mais après, on prend ce qu'on a et puis on est au jeu, donc c'est déjà bien. Pierre? Non, ouais, je rejoins Kylian, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Et du coup, votre saison, elle est faite de Coupe du Monde quand même. Quand il n'y a pas de sprint, est-ce que vous avez votre chance? Parce qu'on a parlé de la situation particulière avec équipe A, équipe B. Est-ce que vous êtes assuré de participer à certaines grandes épreuves quand même cette saison? Plus ou moins. Normalement, par rapport aux résultats de l'année dernière, ou comme ça, ils ont fait... entre guillemets, ils ont créé des places en Coupe du Monde selon les athlètes, s'ils étaient spécialisés en individuel, en sprint ou comme ça. Du coup, normalement, un spécialisé indiv a quand même sa place sur les indives. Mais on n'a pas beaucoup d'indives. C'est ça le problème, Kylian. C'est que la planification de la saison, elle est très différente des saisons précédentes, on imagine. Oui, c'est assez différent. Après, pour moi, je vois presque ça positif parce que aller sur toutes les courses quand on n'est pas tout devant, des fois on se demande un peu à quoi ça sert de faire un circuit entier de Coupe du Monde pour faire entre la 30 et la 40e place. Pourquoi pas? Et moi j'ai vu ça un peu d'un autre œil, de me dire maintenant je prends ma planification, je choisis les courses auxquelles je vais là, je profite de placer une pierre à menta là au milieu ou une patrouille. Et du coup je peux vraiment préparer les événements que je veux, les Coupes du Monde que je veux et puis essayer d'arriver en forme partout au lieu d'aller toutes les semaines en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas le Marco Odermatt du ski alpinisme, où de moins en moins chacun va vraiment se spécialiser dans une discipline. Oui, de plus en plus. On voit d'ailleurs ceux qui gagnent le classement général. Alors, ils sont performants partout, mais ils gagnent, mais pas comme un Marco qui gagne chaque fois qu'il prend le départ. C'est vraiment des gars polyvalents, mais qui jouent devant, mais pas tout devant. Et du coup, votre saison est faite de quoi, hormis la Coupe du Monde? Des courses populaires, j'imagine. Est-ce que ce sont des grands rendez-vous que vous marquez aussi à votre agenda? Comme il disait, cette année, les Coupes du Monde, en tout cas pour ma part, pour l'indiv, c'est réparti sur les 2 premiers mois de l'année. Donc après, ce sera déjà entre guillemets fini. Et du coup, on aura du temps pour préparer une Pierra Menta pour aller ensuite sur la patrouille. Du coup, c'est clair qu'entre deux, on va regarder en Suisse avec les courses qu'on a. C'est des courses magnifiques pour préparer ces courses par équipe. Il y a une course favorite dans le giron des nombreuses courses populaires? Je pense qu'on en a plein et puis c'était un peu le problème de ces dernières années, c'est qu'on n'avait plus d'athlètes sur les coupes suisses, sur les courses et puis il y a plusieurs personnes qui étaient déçues de ça, des organisateurs, et puis je les comprends complètement, mais on n'avait pas l'opportunité de le faire. Et puis là, je pense que ça va donner l'opportunité à plein d'athlètes de revenir sur des courses en Suisse. Et puis moi, par exemple, Valrette, c'est une course que j'adore et ça fait quelques années que j'ai pas eu l'occasion de la courir, donc je suis vraiment heureux de pouvoir y retourner. Ça nous permet de saluer tous ces organisateurs aussi qui s'arrachent presque chaque week-end pour proposer des courses. Valrette, la montée de la Foyeuse, voilà, c'est tout dans votre région. Et l'alpinisme dans ma petite vallée du Trien. Voilà. Bon, on en parle aussi chaque mardi sur Rhône FM dans l'agenda quand on n'en parle pas ailleurs. Un tout dernier mot, parce que voilà, on a compris que pour vous, les rêves olympiques, ça veut plus dire grand-chose. C'est encore là. Parce qu'en 2030, si la Suisse organise des JO, en 2034, ça serait à Morgin, typiquement. Ça serait de nature à vous faire rêver. Pour ma part, aujourd'hui, c'est pas mon sport qu'au JO, donc... en tant que sportif, j'aimerais bien aller au JO, mais c'est pas mon sport, donc j'ai pas du tout l'objectif d'y aller en 2026. Et après 2030, il faudra voir comment ça se profile. Aussi, là, on verra cet hiver, ils nous font des indives olympiques. Du coup, on verra à quoi ça ressemble et si personnellement j'ai du plaisir à courir là-dessus ou pas. Ouais, on verra du coup l'adaptation des formats. Un dernier mot sur ce rêve olympique potentiellement gâché entre guillemets par les décisions suprêmes, les impératifs. Ouais, moi, je rejoins un peu Pierre, mais après, je suis moyennement déçu parce que
Je sais pas si on peut dire ça à la radio, mais moi, j'ai jamais tellement rêvé olympique. C'est pas un truc qui me... C'est un joli événement, mais moi, par exemple, gagner une patrouille, c'est 5 fois mieux qu'un rêve olympique. Après, on verra en 2030 si je suis devant puis que je gagne des indives, et ben, je serai très content d'aller aux Jeux à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, je parlerai de patrouille, de grande course avant d'olympique. Bon, on va boucler sur ça. La PDG, voilà, quand c'est une année à patrouille, là, on sent que ça frétille déjà. Hein. Oui. Vous allez courir ensemble, vous savez pas encore? Non, c'est pas encore. Nous, on a la chance de pouvoir choisir un peu plus tard dans quelle équipe on se met au sein de l'équipe suisse. Et cette année, c'est également le championnat du monde longue distance pour nous. Donc, c'est quand même, pour moi, le gros objectif de la saison. Ouais, ça compte double. Exactement. Merci beaucoup, Pierre Métan et Kylian Granger, d'avoir été avec nous. Bonne saison à vous et à tous les membres du Club Alpin Suisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.